Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, Monsieur Ouswende Michel Béré, président du Parti de la Renaissance nationale. Bonsoir, Monsieur Béré. Oui, bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D, obtenu en 2000 au lycée Bambata, ici même à Ouagadougou. Mix de Bambata. Au lycée mixte de Bambata. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un baccalauréat obtenu dans un contexte assez particulier, parce que c'est une période difficile, on se souvient, une crise sociopolitique suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, des cours fortement perturbés, et même un baccalauréat dans une ambiance particulière. Parce qu'à l'époque, on se souvient, il y avait des appels au boycott, des velléités de perturbation. Alors racontez-nous déjà comment vous avez vécu cette période-là, avec un examen donc passé dans des conditions aussi particulières. Bon, il faut dire que, comme vous l'avez dit, c'était une période assez particulière. Hein. Et nous, on a même passé l'examen avec les militaires tout autour des salles, et ce qui n'était pas vraiment adapté pour un examen de taille. Et on en a fait avec. Moi, particulièrement, j'ai eu la chance, bon, c'est pas que c'est une chance, c'était ma deuxième fois, en fait, de passer le bac. Donc, avec les documents de l'année passée que j'avais, bon, je faisais des travaux personnels à mon niveau. Et on avait même des travaux de groupe qu'on faisait ensemble. Et c'était toute une organisation à mon niveau parce que j'étais décidé quand même à avoir mon bac cette année. Donc, mais est-ce qu'à l'époque, vous compreniez toute cette mobilisation, que ce soit donc des élèves, des étudiants, et au point donc pratiquement de demander donc que l'examen ne puisse pas se tenir? Bon, il faut dire que, puisque ça coïncidait avec l'assassinat de Norbert Zongo, mais il n'y avait pas que ça en fait, c'était toute une accumulation, parce qu'il y a d'abord eu le décès de l'étudiant Dabo Boukari en son temps. Et je sais qu'il fut une époque où j'étais au Bordeaux, au lycée Bordeaux. Et à cette période aussi, on a eu des perturbations parce que quand l'université sortait, bon, nous qui sommes à côté aussi, le LTO, le Bordeaux, on sortait aussi. Donc, c'est une accumulation en fait de grèves. Et tout d'un coup, maintenant, ça jaillit en 2000, en 99, 2000. Après l'assassinat de Norbert Zongo, qui a été la goutte d'eau de trop, certainement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, en tout cas, ça n'a pas été facile. Et en plus de ça, il y a le décès du docteur Oumarou Clément. Moi, je me rappelle qu'à cette période, j'ai même été au cimetière. Et il y a eu une balle perdue où un des civils a reçu une balle à la jambe. Voilà. Et en fait, en ce moment même, j'avais commencé à faire la politique sans me rendre compte parce que je disais non à l'injustice, à ce qui se passait. Et nous, au Bordeaux, on est même sorti de barrer en fait la voie, dire que c'est sauf l'ambulance qui pouvait passer. Et il y a eu les militaires qui sont venus en face à nous avec un char, je dirais, orienté vers nous. On a chantonné l'hymne national. Il aurait fallu qu'un étudiant, ou du moins un élève, lapide un caillou, et paf. Ça allait être la catastrophe. Ouais, ouais. En tout cas, après le bac D, vous faites plutôt le choix donc, de l'électronique pour la suite de vos études. Et donc, vous vous inscrivez à l'ISIC. Aujourd'hui, donc, c'est l'université Aube Nouvelle. C'est ça. Alors, pourquoi ce choix à l'époque, le choix de la filière électronique? Bon, il faut dire que dans notre famille, nous sommes une famille de techniciens. Le papa était dans la construction et mes frères, bon, je ne dirais pas, étaient dans le domaine technique aussi. Et moi, depuis l'enfance en tout cas, j'ai aimé la technologie, surtout l'électronique. Parce qu'il y avait les machines même, à l'époque, on trouvait, bon, je m'amusais avec ça. Et déjà, je commençais à manipuler en fait les cartes de circuit et autres. Donc, quand j'ai eu mon bac, et avec les perturbations justement, j'ai eu cette opportunité qu'à l'ISI, il y avait l'électronique, informatique.
Et j'ai été là-bas me renseigner et c'était quelque chose qui me convenait parfaitement. Et donc, je n'ai pas hésité. Et avec l'appui de mes proches, j'ai pu effectivement... Peut-être que c'était aussi pour fuir les perturbations de l'université. Oui, Parce que l'université sortait d'une année invalidée. On peut dire cela, mais bon, la preuve en est aussi, je peux dire que non, parce que c'était un choix, parce que j'avais cette possibilité en fait de suivre les cours à l'ISIG et les cours à l'UO en fonction de mon calendrier. Mais il faut dire que c'était pas facile, parce que à l'ISIG, on était les premiers, Monsieur Kini et Madame Bouddha de l'ISIG savent. Quand on parle de LN1, LN2, LN3, ils en savent quelque chose. Nous sommes, à cette époque, nous étions les premiers à arriver à l'école. À 7 heures, on était à l'école. Et nous étions les derniers à quitter l'école vers 20 heures. Donc, il faut dire que bon, le travail et le programme était vraiment chargé, à tel point qu'il fallait se donner beaucoup. Donc, suivre les cours à l'ISIG et à l'IO, ce n'était pas vraiment facile. Mais il y en a. Je connais un étudiant qui a fait ça, suivre les deux. Mais à l'époque, à travers ce choix-là, vous rêviez de quoi après? Bon, il faut dire qu'à cette époque, comme je l'ai dit depuis mon enfance, surtout l'électricité, parce qu'à l'époque, quand on voyait les techniciens grimper sur les poteaux, bon, ça nous mystifiait en fait. Surtout quand on était petit, on rêvait en fait. Et avec l'électronique, je me suis dit, ça m'ouvre beaucoup de portes parce que là-dedans, il y a pas mal de matières qu'on a faites telles que l'électronique, l'électricité, la programmation, et puis les circuits logiques, algèbre de Boole, les mathématiques et autres. Donc, ça fait, pour moi, je voulais être à la sortie de cette formation-là quand même polyvalent, parce que sur le domaine, la place de l'emploi, bon, c'est pas évident que si tu restais dans un domaine très précis, là, à la sortie, tu trouveras du travail facilement. En tout cas, en novembre 2003, vous obtenez votre diplôme, ingénieur en électronique, maintenance, informatique à l'ISIG. 2005, ingénieur concepteur de systèmes d'information informatisés à l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges. Cette fois, c'est en France. Et en mai 2012, vous obtenez un master à l'Université Saint-Thomas du Minnesota, aux États-Unis. C'est ça. Alors, M. Béré, sur le plan professionnel, ce qu'il faut dire également, c'est que de décembre 2002 à mai 2006, vous êtes ingénieur des travaux en électricité informatique à la Société africaine d'électricité. Sahel, c'est au Burkina Faso, ici. Février 2008 à mai 2008, on vous retrouve aux États-Unis. Ouais. Voilà, travail pratique en management, marketing, promotion, leadership, à Mikalan Group, toujours aux États-Unis, bien sûr. C'est ça. Alors, on va s'arrêter là déjà pour parler un peu de cette jonction. On a vu que vous êtes rentré très tôt dans la vie professionnelle ici, à Ouagadougou, et ensuite les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé aux États-Unis? Ouais, bon, il faut dire que les États-Unis, c'était le rêve de tout jeune burkinabé à l'époque. J'avais cette chance, le contact facile avec les gens. Et je peux dire que je connaissais aussi pas mal de personnalités à l'époque. Vous avez le bras long? Bon, bras long, si vous le voulez. Mais bon, moi, à l'époque, ce n'était pas ça. Bon, c'est surtout la relation qui existait entre nous. Et j'ai connu un monsieur, en tout cas, une personnalité qui je considère comme un tonton. Parce que de qui s'agit-il? Bon, je préfère garder le nom. Je ne sais pas si... Quand le moment opportun se présentera, j'en dirai. Peut-être même qu'il me suit à l'heure là. Et je profite en même temps de lui dire un grand merci. C'est un homme politique? Politique, en tout cas, il a occupé de hautes fonctions. Donc, en matière de politique, je ne connaissais pas. À l'époque, je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas de quel bord politique il était, mais je ne pense pas. Tout ce que je sais, bon, il était vraiment réservé.
réservé, très respectueux et un travailleur. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et qui m'encourageait aussi et qui me respectait tel que je suis. Voilà. Donc C'est grâce à lui donc. Voilà, et avec mes papiers, j'ai postulé pour le visa et j'ai été retenu pour aller aux États-Unis. Alors les États-Unis pour vous, le rêve c'était quoi? C'était juste des envies d'ailleurs ou bien c'était pour vous perfectionner davantage? Bon, vous savez, hein, moi, dans ma tête, j'avais déjà un plan. Parce que pour moi, arriver aux États-Unis, c'était pour mes études. Et effectivement, quand je suis arrivé sur le champ, bon, j'ai commencé avec les cours d'anglais. Et après les cours d'anglais, maintenant, bon, j'ai eu cette chance maintenant d'être admis à une université, notamment University of St. Thomas, en Minnesota. Et à l'époque, il faut dire que la filière que j'ai choisie, il n'y avait que 2 universités en ce moment, notamment l'université de Minneapolis, ça c'est l'université publique, et Saint Thomas, ça c'est une université privée. C'est les 2 qui avaient en fait la filière. Donc ma chance est que j'ai été à Saint Thomas, j'ai suivi encore des cours d'anglais là-bas et en même temps, je profitais à faire un travail de volontariat et pour les confrères qui venaient d'Afrique, tout nouveau, leur niveau d'anglais aussi, j'essayais de les aider pour qu'ils améliorent leur anglais. Et après mes études pour l'anglais, bon, il y a eu un test au sein de l'école et j'ai pris part à ce test-là, j'ai été admis. Et c'est là qu'ils m'ont accepté en même temps à l'université, vu l'effort que j'ai fourni et puis le fait que je tenais bon et en tout cas j'étais brillant, donc ils m'ont accepté. Vous n'avez pas eu de désillusion? Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes Burkinabés qui sont allés aux États-Unis ont déchanté les premiers moments parce que d'ici, on a une certaine idée, voilà, de ce pays-là. Quand on arrive, vraiment, tout roule. Ah. Malheureusement, très souvent, quand ils arrivent, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Ah, sur ce point, j'en sais trop, hein, j'en sais trop, parce que j'en sais beaucoup. J'avoue que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Une fois aux États-Unis, il faut vraiment se battre. Il n'y a que ça. Si tu ne te bats pas, tu ne peux pas arriver à là où tu es. Et ça, j'ai eu l'expérience parce que ma vie, même aux États-Unis, n'a pas été facile. Et les Américains me disaient que, mais écoute, Michael, tu peux écrire un livre sur ça. Bon, et je suis là-dessus, je réfléchis parce que j'ai franchi pas mal d'étapes, j'ai eu pas mal d'incidents, pas mal de problèmes, pas mal d'événements qui sont arrivés. Et avec l'aide, en fait, de bonnes personnes, je suis arrivé à surmonter tout ça. C'était quoi ces problèmes? Donnez-nous quand même des exemples. Bon, vous savez, en fait, aux États, toute personne, tout immigrant qui arrive aux États-Unis, en fait, affrontera ces problèmes-là, notamment le lieu pour dormir et aussi... Vous n'étiez pas dans la rue? Oui, il fut un moment où j'ai été dans la rue. Oui, oui. Je ne voulais pas en parler, mais vous me forcez en fait. C'est pourquoi je vous dis que ça n'a pas été facile. J'ai vraiment souffert. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains, ils m'ont aimé parce que j'ai été courageux et j'ai été quelqu'un qui force en fait pour obtenir ce qu'il veut. Et moi personnellement, j'ai eu des avocats qui m'ont aidé pour mes papiers. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'eux-mêmes, ils m'ont dit que je suis différent des autres. Parce que le document qu'ils m'ont remis, un document de taille, moi, je suis allé, j'ai fouillé dans le document et j'ai même trouvé des erreurs que je suis allé les montrer. Ils étaient contents de ça et ils disent que pour ça, ils ne peuvent même pas ne pas m'aider. Voilà. En tout cas, chemin faisant, vous, de la rue, vous arrivez donc à atteindre vos objectifs. Parce que plus tard, on vous retrouve chargé de cours aux États-Unis, là-bas même, et aussi au Burkina Faso, dans un certain nombre d'universités. Sainte Mary's University of Minnesota, voilà, Université Saint-Louis, Université Saint-Paul, 2 yeux ici à Ouagadougou, l'Université de Ouagadougou,
On dirait que pour vous, l'enseignement a été une passion après toutes ces épreuves. Ouais, effectivement, l'enseignement, c'est une passion pour moi parce que, vous savez, j'aime partager le savoir, ce que je sais. Je suis quelqu'un, je suis ouvert et j'aime aider, c'est ça. Et justement, là-bas, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas hésité à faire le volontariat, un travail que je fais et puis on ne me paye pas. Et j'en ai fait beaucoup et j'ai même été juge scientifique pour l'occasion. Et justement, comme vous le dites, cette passion-là qui m'animait, qui avait fait que je suis revenu même au pays avec un projet, et malheureusement a eu des difficultés. Voilà, donc effectivement... La fondation? Oui, la fondation. On va y revenir. Ok, all right. Voilà, en tout cas, vous nous dites que l'enseignement était une passion pour vous. Vous avez même eu des reconnaissances quand même aux États-Unis pour votre engagement. Est-ce que vous pouvez nous en parler également? Si. Il faut dire que même étant ici, en ce qui concerne l'enseignement, j'ai été programmé. Et ils m'ont même contacté par mail. Tout ce que je vous dis, bon, je vous parle avec preuve. Ce n'est pas que je suis venu ici pour dire du n'importe quoi et puis me vanter, mais c'est ce qui s'est passé réellement. Et c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Et c'est des étapes que j'ai franchies et j'ai cette expérience que j'aimerais quand même partager aussi avec mes frères du pays et aider pour le développement en fait, du pays. Donc, les reconnaissances? Les reconnaissances, en fait, vous savez, je suis un travailleur. Et ça, les Américains le savent, quel que soit le travail qu'on me donne, j'essaie de le faire correctement. Voilà. Et les reconnaissances, je vous donne un exemple dans une entreprise où j'ai travaillé comme ingénieur en application et database management. Dans cette entreprise, quand j'arrivais, vous savez, c'est un poste où il fallait une seule personne. J'ai postulé, il y a eu des interviews, et donc j'ai compéti avec des Américains même, dans leur niveau anglais même, bon, c'était pas à comparer, c'est pas que mon anglais c'est pas ça, mais vous savez, c'est des gens qui sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas avec les études, tout. Ils étaient beaucoup plus favorisés en ce qui me concerne. Mais à la sortie de ces interviews, puisqu'il y a eu des tests, c'est moi qui ai été retenu pour ce poste d'ingénieur. Et quand je suis arrivé dans la boîte, mon directeur m'a dit en tout cas que Michael, en tout cas, nous espérons que tu vas beaucoup nous aider. Cependant, nous avons un projet, que nous sommes là-dessus, et ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes là-dessus sans solution. On sait que c'est un projet pour nous, on ne pense pas qu'il y ait une solution, mais on va te donner, tu vas essayer. C'est ce qu'on m'a dit. Et je vous assure que ce projet, il faisait venir, comment on les appelle là, des consultants de HP. C'était une application de HP pour venir voir l'application et chaque année, ils faisaient ça, c'est de l'argent qu'ils dépensaient. Donc, quand ils m'ont donné en fait ce projet, bon, il y avait un langage de programmation où je ne maîtrisais pas, je ne connaissais pas. C'est là-bas même que j'ai connu le langage. Et j'ai fait des recherches pour apprendre le langage et aller dans le code. Et c'est là, après 8 mois, sur le projet, bon, je suis arrivé quand même à trouver la solution. À trouver une solution. Ouais. Donc, ils ont fait les tests, tout, ça donnait. Donc, et là, je vous assure que les vice-présidents et autres de l'entreprise m'ont écrit des lettres de remerciement. En tout cas, chemin faisant, comme je le disais, juin 2013, vous êtes président fondateur de la Fondation pour l'innovation dans la recherche technologique. De quoi s'agit-il? Justement, cette fondation est née à partir de mes expériences vécues aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a une foire internationale dans le domaine de la science où la NASA et puis les entreprises de taille comme Microsoft et puis Intel, ils prennent part. Et des étudiants viennent compétir du monde entier, quelle que soit la France, la Russie, la Chine, voilà. Ils viennent avec des projets. Et quand vous sillonnez ces projets, c'est comme si c'était des étudiants en doctorat. Voilà. Ils viennent, ils présentent, ça peut être de la théorie comme la pratique. Okay. Et nous maintenant, moi, j'ai participé en fait à ces événements-là plus de 4 fois
en tant que juge scientifique. Donc nous, on était chargé maintenant de voir les projets. Et de sélectionner. Et de sélectionner. Et pour pouvoir sélectionner, il faut avoir certaines connaissances. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne prennent pas, ne choisissent pas les gens comme ça, puisque c'est comme sur recrutement en fait. Ok, pour être juge scientifique. Voilà, postuler et puis on vous recrute. Après maintenant, on vous donne une certaine notion de formation quand même pour vous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Et là, vous décidez de créer la fondation. Et l'idée est venue à partir de là parce que j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée puisque la Maison Blanche même invitait leurs lauréats et la NASA venait sillonner pour chercher des projets. Donc moi, trouvant que c'est vraiment une bonne initiative et ça permet le pays de développer, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller dans mon pays et puis développer ce genre de projet. Donc c'est ça qui m'a amené depuis en 2013. Ouais, je suis venu d'abord en 2010 pour inspecter en fait le terrain. Et en 2013 maintenant, je suis venu. Et c'est là que j'ai échangé avec des amis. Et dites-vous bien que la fondation, je suis reparti. Et c'est les amis qui sont restés ici. Je suis resté là en collaboration avec eux. Ils m'envoyaient les documents, je signais, je ramenais. On a créé en fait la fondation. Mais on a l'impression que ça tournait court, une fondation pour l'innovation dans la recherche. Si vous vous rappelez, à l'époque, je suis même venu ici et je suis passé dans Canal 3 à l'époque, par l'intermédiaire de monsieur le ministre actuellement, Rémi Djandounou, qui était le directeur, je ne sais plus, c'est lui qui m'a aidé. Et BF1 aussi, ils m'ont fait un reportage sur le projet. Il y avait des dépliants, tout. Il faut dire que tout était prêt. Et j'ai approché des personnalités. En son temps, il y avait le ministre de l'Énergie, Kaboré Salifou, ministre des Mines et de l'Énergie. Lui, il m'avait promis qu'au moins pour la première session, ils allaient prendre ça en charge. Et c'était la salle de conférence Sambel Ousmane, quand on devait faire l'événement. Donc, on était allé même inspecter le coin, tout. Bon, paf, il y a eu l'insurrection. L'insurrection est venue, l'insurrection m'a trouvé ici. Donc, après l'insurrection, bon, moi, je suis reparti aux États-Unis. Donc, et après l'insurrection, je suis revenu au moment de la transition. Et j'ai relancé avec le gouvernement et j'ai même croisé Zida en son temps en tant que Premier ministre. À son ministère, on a échangé sur le projet. Et lui, il m'a même dit qu'il allait me mettre en contact avec d'autres personnes pour jouer. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, malheureusement, à notre grande surprise. Un soir, j'étais à la maison et un des membres, en fait, du bureau m'appelle pour me dire que, président, regardez à la télé, c'est notre idée qu'ils ont volée. Et ça, c'est le gouvernement, en fait, qui organisait le même. Je ne sais pas... La SNI, vous parlez de la SNI? Bon, je ne sais plus exactement c'est quel. Ils sont à leur 4e ou 3e session maintenant. Mais franchement, j'étais déboussolé. J'étais vraiment perturbé. Parce qu'on a volé vos idées. Ah oui, parce qu'au lieu de nous accompagner, parce que le ministère d'éthique, en fait, ils ont tenté. Eux-mêmes, ils m'ont dit clairement de laisser eux, ils allaient organiser, j'ai refusé. Ils ont dit que si c'est ça, ils vont chercher le sponsor pour nous et nous, on va venir vers eux. J'ai refusé. En son temps, c'était avec le ministre Kouldiati que j'ai rencontré et qui m'a mis en collaboration avec son chargé d'organisation d'événements ou quoi. Et c'est là qu'ils m'ont dit, c'est ça, on va rester partenaires. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Donc, cette déception a fait que, bon, moi, j'avais dit merde. Et je suis reparti. Je disais que, bon, c'est fini le Burkina. C'était fini. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, écoute, il y a d'autres voies et moyens pour y en arriver. Et c'est là, justement, qui m'a amené à faire la politique. En tout cas, M. Béré, depuis juillet 2018, ingénieur en génie électrique, énergie renouvelable à l'ANERE, Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et tout récemment, juin 2020, il y a juste donc quelques semaines, conseiller technique du ministre de l'Énergie. Alors, on va à présent passer à votre engagement politique. Vous l'avez dit, toute cette déception qui vous amène à revenir et à vous engager sur le plan politique. Et vous êtes sympathisant du Parti de la Renaissance nationale PARA, cela depuis 2010. D'abord, au-delà de cette déception, quel est le fondement de votre engagement politique? Ben, le fondement de mon engagement politique est clair. Ça,
ça croise en fait la philosophie même du parent, parce que pour moi, c'est d'abord aider la jeunesse en fait, et que c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai tenté de le faire, et aussi chercher à éveiller la conscience de la population, l'éveil surtout des étudiants, puisque les projets que j'allais créer, enfin, le projet que j'avais, en fait, les étudiants allaient venir compétir. Vous alliez constater qu'arrivé à un certain moment, vous allez voir carrément un net changement au niveau de la réflexion même des étudiants, parce qu'ils seront occupés à travailler sur des projets, vous voyez. Donc, pour moi, c'était surtout aider, en fait... Et vous pensez que c'est le parent qui répondait le mieux à cet idéal-là? Justement, puisque... Qu'est-ce qui vous a séduit? Est-ce la verve du professeur Bado ou c'est quoi exactement? Il faut dire que, vous savez, aux États-Unis, on suit beaucoup plus les informations du pays, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui informons nos amis dans le pays de ce qui se passe. Et alors, donc, je suivais le professeur depuis les États-Unis à travers le net, parce qu'il y a même des vidéos, et je ne cessais de voir ça, et même de Thomas Sankara. Et tout ça, vraiment, m'a inspiré. Et je me suis dit, bon, puisque aux parents, en fait, c'est les idées. Et les idées, bien sûr, pour le développement, en fait, du pays. Et moi, j'ai des idées aussi. Et j'ai cherché dans d'autres parties, je n'ai pas vu. Et je me suis dit, voilà, aux parents, je pense que tu te sentiras à l'aise, puisque c'est ce que tu veux faire. Ça rencontre, en fait, la philosophie que tu as. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je suis à l'aise. Et comment ça s'est fait le contact avec le professeur Bado? Bon, le contact avec le professeur Bado, il faut dire que quand je suis arrivé en 2013, j'ai d'abord été touché par un parent. Et à cette époque, bon, je n'étais pas vraiment décidé. Et je pense que c'était au moment même des élections, si je ne me trompe pas, si ce n'était pas en 2010. 2010. Voilà, c'était au moment des élections, ça coïncidait et je devais repartir. Et je voulais même prendre la carte, en fait, du parent. Et mon parent, quand je dis parent, bon, ça veut dire, bon, mon cousin, je vais dire, il m'a fait savoir que, en fait, les cartes, là, Taïrou disait que, bon, comme je n'ai pas de carte d'électeur, donc ils n'ont pas le temps, bon, moi je ne peux pas avoir de carte d'adhésion ou quoi. J'ai dit, bon, écoutez, si c'est ça, ce n'est pas un problème. Je suis reparti. Et c'est quand je suis revenu encore en 2016 maintenant, j'ai relancé. Et j'ai vu des anciens, en fait, du parti qui ont approché le fondateur. Et après, j'ai été chez lui, on ne l'a pas vu, et on est allé à la buvette où il a l'habitude de s'asseoir. C'est là que j'ai échangé avec lui. Et je vous assure qu'il est ce qu'il est. Hein. Et c'est quelqu'un vraiment, pour arriver à le convaincre, il faut se lever de Il faut se lever tôt. Comme vous l'avez dit, le parent, c'est le parti des idées. Vous avez des idées, le professeur Bado a des idées. Le tertiarisme, c'est bien sûr l'idéal, ou en tout cas la philosophie du parti. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans les idées? Parce que même le tertiarisme, on a l'impression que c'est une idée qui fait recette dans des conférences publiques, mais ça ne va pas au-delà de ça. Est-ce que ce n'est pas trop théorique, M. Béré? Ben, trop théorique, je ne dirais pas. Cette troisième voie? Non, non. Il faut, en fait, vous savez, cette troisième voie est en train d'être implémentée sans qu'on se rende compte. Parce qu'il faut se dire que c'est une voie de développement. Et il y a eu d'abord une première voie, notamment le socialisme et le libéralisme aussi. Et on a essayé ces voies-là, on a vu leurs limites. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver une autre voie. Et le parent a trouvé effectivement cette troisième voie qui dit qu'on ne peut pas dissocier en fait le socialisme du libéralisme. Il faut que les deux voies-là aillent ensemble. Et ça, c'est basé effectivement sur les fondements de nos valeurs traditionnelles. Je vous donne un exemple terre à terre. Au village, un agriculteur, une famille, au village, quand il se lève le matin, c'est d'abord le chant familial. Une fois qu'ils finissent le chant familial, après, chacun peut vaquer à ses propres chants. Et ça, en fait, c'est l'idée, en fait, du socialisme cumulé avec le libéralisme.
Et il n'y a que ça qui puisse amener un pays à aller de l'avant, parce qu'effectivement, on a vu... Mais c'est vite dit, M. Béré, mais quand aujourd'hui, si vous êtes président, par exemple, président du Faso, ça se matérialise par quoi, concrètement? Ben, écoutez, parce que je vous dis que rien que l'année passée, j'ai été au Danemark. C'est le parti au pouvoir, c'était du parti libéral. Mais eux-mêmes, ils l'ont dit, qu'il arrivait des moments où, pour pouvoir résoudre un problème, ils sont obligés de collaborer avec les partis socialistes. Et moi, j'ai eu à leur dire, j'ai dit, mais vous êtes en train d'implémenter, en fait, en réalité, notre doctrine, sans vous rendre compte. Et la dame a consenti, a dit, effectivement, c'est ça. C'est une réalité qui est là. Et c'est une réalité, on vit, c'est voilà pourquoi je dis, on l'applique sans se rendre compte. Dans ce que nous vivons là, c'est ce qu'on fait. Mais on ne sait pas. C'est là que le professeur a fait l'analyse et il a trouvé effectivement pourquoi n'est pas reparti sur nos valeurs traditionnelles que nos parents vivaient avant et essayer de moderniser ça. Quand je dis, bon, ça c'est un exemple de l'époque, mais l'idée hier, parce que quand vous l'appliquez, quel que soit le domaine que vous allez le faire, bon, ça, vous allez convenir avec moi que l'union fait la force. Mais imaginez, dans l'union, et chaque individu se donne lui-même encore, vous voyez, effectivement, la synergie, en fait, qu'est-ce que ça peut donner? En tout cas, en juillet 2017, vous êtes désigné pour prendre la tête du parti, après l'exclusion du président de l'époque, Tahirou Barry, un peu à la surprise générale, parce qu'on ne peut pas dire que vous étiez très connu sur la scène politique burkinabé. Étiez-vous préparé vous-même à assumer ces responsabilités-là? Ben, il faut Est-ce dire que ça a été une surprise pour vous aussi? Non, ça n'a pas été une surprise pour moi parce que ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé au parti, je suis arrivé à trouver que le parti était dans cette division. Il y avait le camp de Bado et le camp de Tahirou. Voilà. Et quand je suis arrivé, bon, il faut dire que moi, en fait, mon intention n'était même pas être président. Moi, ce que je voulais, c'était le secrétariat aux relations extérieures. Parce que moi, je voulais faire des va-et-vient. Je ne voulais pas rester ici. Parce que moi, je me voyais repartir. Et c'est là, dans les préparatifs, le travail, puisque c'était bien avant le congrès, il y a eu des travaux quand même qu'on a aménagés, les textes, tout dans les discussions. On se retrouvait, on échangeait. C'est là que les gens ont trouvé une certaine potentialité en moi. Et ils m'ont dit que vraiment, il va falloir que moi je renonce au poste de relations extérieures et être le SG du parti. Et là, je ne voulais pas. Je dis, mais sincèrement, ça va être compliqué parce que pour ça, ça sera beaucoup de travail. Et moi, ce que je veux faire, ce n'est pas ça. On me dit que, bon, si vraiment je suis venu et avec conviction, c'est qu'il y a des sacrifices aussi que je peux faire. Donc, ça sera un sacrifice que tu vas faire pour prendre ce poste. Effectivement, je suis allé, après réflexion, j'ai accepté. Non, maintenant, on quitte de SG, on dit maintenant, ah, c'est la présidence. Mais je vous assure que je n'ai pas dormi. Je suis reparti, j'ai réfléchi. Et on m'a dit que le fondateur voulait. Que vous soyez le président. Voilà. Parce qu'on lui a parlé de moi et il était d'accord. En tout cas, Laurent Bado a trouvé en vous la solution à cette époque pour remplacer donc Tahirou Barry, avec lequel il n'était plus en odeur de sainteté. Vous avez tout de suite prononcé un discours de rassemblement et de réconciliation. Après donc votre désignation, visiblement, ça n'a pas marché, puisque le divorce est irrémédiablement consommé avec les exclus, Tahirou Barry, Carlos et bien d'autres personnes. L'impression, c'est que cette réconciliation est restée dans les discours et rien dans les actes, M. Béré. Non, bon, vous ne pouvez pas dire ça parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé réellement au fond. Alors dites-nous. Parce qu'il y a eu pas mal de tentatives de réconciliation avec Tahirou, c'est lui qui n'en a pas voulu. Et il faut dire que, en fait, le problème avec Tahirou, c'est un problème vraiment incompréhensible, si je dirais. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas essayé avec Tahirou. Et moi-même, quand j'ai pris la tête du parti, le premier message que j'ai lancé,
c'est pour lui d'avoir le courage de reconnaître ses torts et moi je suis ouvert pour le recevoir. Pour vous, il avait tort dans ce bras de fer contre Laurent Gbagbo? Ah oui, il avait tort parce que vous ne pouvez pas venir vous accaparer du travail d'une personne qui a pris du temps, tant d'années pour en arriver là. Et à cause de vous, parce que vous ne voulez pas être remplacé, bon, vous êtes prêt à tout faire pour en arriver là. Et Il faut dire que son mandat avait expiré. oui, justement, son mandat avait expiré. Mais lui, il ne voulait pas être remplacé, en fait. Voilà. Et c'était là tout le problème. Mais il faut dire qu'il y a des personnalités qui ont intervenu même dans la réconciliation avec Tahirou, où ils se sont rencontrés même. Et Tahirou avait donné son accord pour cette réconciliation. Bon, vous savez, c'est un problème de père en fils, hein, comme lui-même il a l'habitude de le dire. Et il continue, en fait, d'appeler le frère fondateur et aller chez lui. Et à chaque fois qu'il arrive, bon, c'est pour demander pardon. C'est parce que lui-même, il sait, il reconnaît ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Mais en tout cas, le divorce avec le parti, ça au moins c'est consommé, puisque Tahirou aujourd'hui, en tout cas, ne nourrit plus le même rêve forcément que le parent. C'est des ambitions beaucoup plus personnelles. Alors en 2015, il était le candidat de votre parti. Il est arrivé 3e à la présidentielle. Cette année, vous soutenez la candidature du président Roch Kaboré, puisque vous faites partie de l'alliance de la majorité présidentielle. Est-ce que ce n'est pas une régression pour votre parti? Pourquoi une régression? Qu'est-ce que vous entendez par régression? Parce que le parti existait en tant Oui. que parent, Oui. avec un candidat qui est arrivé Oui. 3e, ça veut Oui. dire qu'il y a quand même un idéal. En fait, vous savez, ce que vous n'avez pas compris, aux parents, ce n'est pas forcément le pouvoir. Le parent a été créé, l'engagement même du parent, c'était d'abord conscientiser en fait la population, l'éveil de la conscience de la population, surtout la jeunesse. Et promouvoir en fait nos valeurs culturelles et le vivre ensemble. Mais la meilleure manière de le faire, c'est de conquérir le pouvoir. Mais justement, évidemment, un parti, quand il se crée, c'est pour la conquête du pouvoir. Mais ça, ce n'était pas notre premier choix, en fait. Mais d'abord, il y a des préparatifs à faire. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que non, nous, on ne regrette pas. On ne regrette pas pourquoi? Parce que, vous savez, on est allé avec la majorité, vous-même, vous savez, hein, dans quelles conditions. Puisque le pays était en détresse. Après une crise, une insurrection, il n'y a de soi que de s'unir pour le bien-être du pays. C'est pour l'intérêt, en fait. La majorité est... C'est l'intérêt suprême, en fait, du pays que nous, on a vu. La majorité à l'Assemblée, notamment. Oh, bon... Parce que c'était ça le principe de l'Alliance. Parce qu'au départ... Oui, mais il n'y a pas que ça seulement. Il n'y a pas que ça seulement. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des accords. Il y a eu des entretiens. Et de ces entretiens, ils sont venus nous dire, en fait, vous êtes un parti d'idées. Nous, on a besoin de vous pour pouvoir rehausser le niveau du pays, en fait. Et nous, en tant que parti d'idées, et comptant sur nos valeurs ancestrales et le vivre ensemble, bon, comprenez quand même que tout un pays qui est en détresse, et on va être là, bon, c'est de l'ingratitude envers le pays, en fait. En tout cas, M. Béré, est-ce qu'aujourd'hui, votre parti n'est pas affaibli? Après, bien sûr, toute cette crise, Tahirou Barry aujourd'hui est parti. Il était quand même l'un de vos 2 députés au Parlement. Il est arrivé 3e. Il est parti avec un certain nombre de camarades. Est-ce que ce n'est pas un parent diminué aujourd'hui? En tout cas, je vais vous dire que le départ de Tahirou, ce n'est pas un plus pour nous. Au contraire, c'est un moins. Mais si la situation s'est présentée ainsi, nous, on ne peut que faire avec. On ne va pas rester là. Mais vous êtes plus faible. Et plus faible, je ne dirais pas, parce qu'il y a eu cette crise-là. En fait, ce que vous oubliez, le parent vient de loin. On a eu pas mal de crises, mais le parent a su à chaque fois se relever. Et c'est ce qu'on a fait avec cette crise aussi. Il y a rare de partis qui allaient pouvoir s'en sortir. Regardez présentement, le parent respire la force. Il y a une certaine stabilité.
stabilité. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut reconnaître que dans presque toutes les différentes localités du pays, il y avait une division. À chaque fois, moi, j'ai fait les sorties. Quand j'arrivais, les gens me disaient ce qui se passait, ce que Tahirou a fait avec eux. Ils n'étaient pas contents. Et il y en a même qui ne voulaient même plus sentir le parent. Mais moi, je suis arrivé quand même à relever en fait ce défi-là, à ramener ces gens-là, à convaincre ces gens-là, à redynamiser en fait ces différentes structures. Et le travail qu'il est en train de faire avec l'équipe qu'on a, j'ai la chance que j'ai une équipe vraiment travailleurs, conscients de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont venus au compte du parti. C'est ça l'avantage. Est-ce que vous n'avez pas personnellement le sentiment d'avoir une épée de Damoclès sur la tête permanemment quand on voit ce qui est arrivé, notamment donc, à Tahirou Bari, dans son rapport de force avec le professeur Bado, le ministre de la Culture, M. Sawadogo, qui a été débarqué également de façon rocambolesque. On a l'impression que le professeur ne supporte pas la contradiction. Est-ce que vous n'avez pas peur que du jour au lendemain, vous subissiez vous aussi le même sort? Écoutez, vous savez, c'est parce que vous ne connaissez pas le fondateur, hein? Vous ne connaissez pas le grand frère Laurent Bado. Il faut l'approcher en fait pour savoir qui il est en réalité. De loin, on a l'impression. Mais lorsque vous l'approchez, il a ses principes à lui. Comme tout un être humain, nous avons à chacun de nous ses défauts. Mais il faut arriver enfin, en fait, à se comprendre. Et une fois que vous savez qui est cette personne-là, je pense, moi personnellement, je sais de m'adapter. Et toujours et de ne jamais le contredire. Non, pas. Mais écoutez, si vous saviez, hein, même au téléphone, quand on parle, quand on est assis, si je pense qu'une idée, c'est pas ça, moi, je vais le dire, mais avec un certain respect. C'est bien vrai qu'on est en politique, mais n'oubliez pas, mais il y a le respect aussi qui est là. C'est avant tout un papa, c'est avant tout le père fondateur du parti. Et moi, quand je prends les décisions, j'aime toujours le concerter, demander son avis. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide à ma place, parce que j'ai le bureau aussi avec. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le parent, en fait, se résume à la figure du professeur Laurent Bado. C'est ça, en fait, l'impression générale quand on est à l'extérieur. Non, en fait, ce que vous ne comprenez pas, quand on parle du parent, parce qu'il a été le père fondateur, il a tant fait, en fait, et il continue de le faire pour ce parti. Imaginez-vous que les 45 provinces du Burkina, le frère fondateur l'a fait avec ses propres moyens, sans le soutien financier de qui que ce soit. Et aussi, la doctrine, le programme du gouvernement, le tertiarisme, ça vient de lui. Bon, mais quand même, c'est tout à fait normal que quand on parle du parent, quand même, on voit cet individu, parce que tout vient de lui. C'est grâce à lui-même que nous sommes là aujourd'hui, avec le parent. Ça veut dire que si cette personne aurait été là, le parent n'existerait pas. Donc, soyons reconnaissants et remettez à César ce qu'il a. Ce qui est à César. Voilà. Alors, M. Béré, vous soutenez bien sûr la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré pour les élections du 22 novembre prochain. D'abord, pour vous, qu'est-ce qui milite en faveur de cette réélection? Bon, il faut dire que la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est un candidat tout comme les autres candidats, hein, à la seule différence que lui, il a eu cette chance d'expérimenter en fait ce poste et comparé aux autres qui n'en ont pas encore. Donc, c'est un atout à son niveau. Mais il a un bilan également. Justement, j'en viens à ça. Vous savez, je ne dis pas que il n'y a pas, tout est suffisant, il y a des insuffisances. Mais ces insuffisances sont liées aussi à des faits. Parce que vous savez qu'il est arrivé au pouvoir avec des braises de charbon bien activées. Et ça n'a pas été facile. Et quelques temps après son arrivée au pouvoir, il y a eu les attaques terroristes. Et convenez avec moi que pour une première fois au Burkina, ces genres de choses arrivent, on n'était pas préparé.
n'était pas préparé, et surtout que le pays est issu d'une crise. Après l'insurrection, tout ça ajouté, moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il n'a pas baissé les bras. Est-ce que vous pensez que ce bilan-là, c'est un bilan défendable auprès des électeurs? Est-ce qu'ils peuvent lui revaloir Bon, vous savez, hein, chaque électeur est identique à lui, chaque électeur a ses propres arguments, et ce qui le motive à voter son candidat. Et moi, je vous dis que personnellement, ça aurait été quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment le pays allait devenir. Parce qu'il faut le dire, hein, on ne devient pas président qui le veut. Et puis c'est comme on dit en Morée, c'est Dieu qui donne la chefferie. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a mis sa main sur cette personne-là après cet événement d'insurrection. Alors, moi je pense que le devoir de tout un chacun, c'est d'abord de voir l'intérêt suprême en fait du pays et chercher à ce que le pays aille de l'avant et ignorer en fait nos divergences. Parce qu'il faut reconnaître que... En tout cas, du côté de l'opposition, on lui reproche un certain nombre de points, notamment l'insécurité qui n'est pas jugulée, la crise sociale qui perdure. Ça, quand même, ce sont des griefs portés par l'opposition. Oui, mais c'est comme je le disais tantôt. Comment le pays a été relevé, en fait, de cette crise d'insurrection. Et au sein de l'armée même, il y avait ce problème. Au sein de l'armée, il y avait cette division même avant qu'il ne vienne au pouvoir. Donc, une fois au pouvoir, ça veut dire que lui-même, sa propre sécurité, c'est un problème. Donc, comprenez que quelqu'un qui doit chercher la sécurité de tout un pays et lui-même, ça veut dire qu'il doit faire 1000 fois attention. Et il faut dire, la gestion d'un pays, c'est vrai que je n'ai pas encore géré ça. C'est pas aussi facile comme on le pense. Parce que cette gestion-là, tout individu, chaque individu doit être géré avec un bâton. Je prends l'exemple d'un berger. À la différence qu'il a un seul bâton pour tous ses moutons. Mais pour cette population, chaque population doit avoir son bâton. Doit avoir son bâton. Ouais. Alors, le débat aujourd'hui se pose même autour de la tenue de ces élections le 22 novembre. Le débat est relancé par l'Assemblée nationale qui propose un découplage à cause justement de l'insécurité. Une option balayée du revers de la main par les partis politiques. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, la proposition de l'Assemblée est une proposition qui ne tient pas quand on regarde quand même la situation, parce que ce n'est pas une proposition ex nihilo, c'est après avoir parcouru quand même des régions que cette proposition-là est tombée. C'est une option à écarter? Non, bon, moi, je n'avancerai pas directement les arguments comme quoi je suis pour ou contre. En fait, il faut voir les faits qui sont là. Comme je l'ai dit, il faut voir en fait l'intérêt suprême du pays. Et quand on parle de l'intérêt suprême d'un pays, il faut voir en fait la population. Ça veut dire il faut Donc être il ne faut en pas accord. écarter la possibilité de découpler les élections. Ah oui, ce n'est pas à écarter. Parce que si effectivement c'est la population qui vote, et vous refusez, vous partez, qui va vous voter? Parce que la population se sent concernée. Et c'est la population qui vous a mis à la place où vous êtes. Moi, je pense que pour cette situation-là, il faut prendre le temps de revoir ça, parce que avant tout, si à l'Assemblée, ils se sont concertés, les députés, moi, au sein du parent, l'idéal, en fait, c'est le couplage, effectivement, de ces élections. L'idéal, c'est le couplage de ces élections. Mais ce n'est pas pour autant on doit aller si vraiment la population Ne se sent pas en sécurité. N'est pas d'accord avec. En tout cas, cette semaine, beaucoup ont estimé que c'est une option qu'il fallait examiner davantage, surtout après l'attaque du convoi du président du Conseil supérieur de la communication, M. Mathias Tankwano, dont le convoi a été attaqué à l'Est. Heureusement, fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais certains estiment qu'à la lumière de tout cela, il faut accorder plus d'attention à cette proposition, parce qu'on se demande comment les candidats feront campagne dans ces zones-là. Mais justement, c'est ça le problème. Voilà pourquoi je dis de voir l'intérêt en fait suprême du pays et non pas l'intérêt personnel.
Parce que à certains partis, eux, ils voient, les voix en fait, la représentation au niveau de l'Assemblée. Alors que cette représentation, c'est les députés à l'Assemblée qui sont concertés, et comme vous l'avez dit, il y a des faits qui sont quand même là pour prouver cela. Et on a constaté qu'il y a au moins 3 régions où, en tout cas, si on va faire les élections là, ça sera difficile qu'on ait des élus là-bas. Et en ce moment, on aura près de 52 députés qui ne seront pas réélus. C'est un problème qui est là, un sérieux problème qui est là. Et je pense que, comme on l'avait déjà fait, au dialogue politique avec les différentes classes politiques, notamment la majorité et l'opposition, et la CENI et quelques membres du gouvernement, on avait trouvé un consensus pour, effectivement, parce que j'ai pris part à ce dialogue-là. Pour la tenue des élections le 22 novembre. Le 22 novembre. Vous pensez qu'il faut encore repartir et puis regarder les choses froidement? C'est une question de temps aussi qui est là. Le temps nous fait défaut. Et ce qu'il faut voir aussi, il faut savoir que s'il faut prolonger aussi les élections. Repousser, vous voulez dire? Repousser, en fait. Il y aura un vide juridique, surtout pour le cas de la présidence. Et ce vide juridique, ça ne nous arrange pas parce que ça va nous enfoncer davantage dans un problème, sérieux problème. Mais aussi, si on doit tenir les élections, il va falloir qu'on mette les moyens nécessaires pour mettre la population à l'aise comme il se doit afin qu'ils puissent voter. En sécurité. Alors, il y a ces soupçons de fraude électorale également. L'opposition qui accuse, en tout cas qui pointe un doigt accusateur sur un certain nombre de manœuvres, transport d'électeurs, enrôlement de non-burkinabés. En tout cas, un audit du fichier électoral est réclamé désormais par le CEFOP notamment. Comment vous réagissez à cela? Il faut dire que pour les élections, dans tout pays, l'équivoque de fraude électorale est très très fréquent. Et je pense que conséquemment, il y a un organe qui est chargé en fait d'assurer en fait un vote équitable. Et s'il y a des partis, effectivement, qui ne veulent pas suivre la règle, c'est de plein droit de tout un chacun d'aller déposer plainte afin qu'on investigue et donner les sanctions qu'il le faut. Et pour cette occasion, je pense que la CENI est bien dédiée pour ça. Et ils font le travail qu'il faut pour afin Vous pensez qu'il faut faire l'audit du fichier? Écoutez, l'audit du fichier, vous savez, pour pouvoir faire l'audit du fichier, il faut amener les preuves effectivement qu'il y a eu cela. Sinon, n'importe qui peut se lever, tout simplement parce que ça ne l'arrange pas. Il voit que ce n'est pas en sa faveur, dire qu'effectivement il y a fraude et qu'il faut l'audit du fichier. Mais on ne peut pas se lever comme ça pour aller faire l'audit du fichier, parce qu'il y a eu des étapes préliminaires, en fait, pour sécuriser certains faits et sécuriser certaines données. Et si, après ces étapes, des gens pensent qu'il y a des fraudes à quelque part, mais moi je pense que c'est tout à fait normal que ces gens-là aillent déposer plainte. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu pour se prémunir peut-être de contestation après le vote, de répondre à cette requête-là en montrant blanc-seing, notamment donc à travers cet audit international et indépendant? Mais l'audit international, ça ne peut pas se faire, je me dis en tant que responsable, ça ne peut pas se faire ouvertement à travers les médias. On peut parler, oui, mais je pense qu'il y a la formule adaptée pour aller déposer une plainte. Et les gens le savent. La plainte a été déposée, je pense qu'il y a certains qui ont été même arrêtés, déférés
à la MACO, certains... Oui, là, vous voulez parler déjà de la fraude Voilà. le transport. Oui, mais moi, je parle de l'audit dont vous parlez que quelqu'un a demandé. Oui, mais puisque la CENI déjà fait son travail et qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Donc, ça veut dire que, bon, qu'il n'y a on pas de peut les risque. faire confiance, on peut les faire confiance et les laisser faire leur travail. Mais maintenant, si effectivement on trouve qu'il y a un problème à quelque part, qu'on ait les preuves de signaler et d'aller déposer une plainte pareille. C'est de leur plein droit. Parce que moi, personnellement, si je vois qu'en tout cas, il y a une fuite à quelque part, il y a un service contentieux qu'il faut saisir. Alors, M. Béré, cette semaine, on a également remarqué, ou en tout cas, on a assisté à ce cadre de dialogue et d'échange à Fadam Gourma entre communautés de Tanwal-Bougou, de Natiabouani, de Nagré, des zones où, en tout cas, les communautés, depuis un certain temps, sont assez divisées à cause, bien sûr, de ces attaques terroristes et des questions de stigmatisation. Et ce qui a abouti, en tout cas, à la mise en place d'un cadre de dialogue. Est-ce que ce n'est pas finalement là la solution, des solutions endogènes pour sortir de cette crise sécuritaire? Vous savez, pour la résolution de n'importe quel problème, il faut toujours dialoguer. Tant qu'il n'y a pas cette communication, on ne pourra jamais, au grand jamais, se comprendre. C'est parce que vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à un fait, et que moi, je vais analyser pour voir si effectivement ces faits-là sont validés, que je vais arriver à comprendre, et afin de trouver une solution à ça. Surtout que là, on a des communautés qui vivaient depuis peut-être des siècles en bonne intelligence et qui du jour au lendemain se retrouvent donc divisées. Est-ce que la solution n'est pas plus locale que peut-être par des grandes concertations à Ouagadougou et autres, je vais dire? Bon, vous savez, hein, là-dessus, il faut faire des analyses, une étude, en fait, parce que le problème est très, très délicat. C'est un problème qui n'incombe pas seulement la localité, mais le pays tout entier. Parce que vous pouvez résoudre le problème dans la localité, mais compte tenu du fait que le problème peut se transvaser d'une localité et que l'être humain même est mobile, peut se retrouver encore de l'autre côté et faire revenir en fait le même problème. Donc moi je pense qu'il faut avoir une solution générale pour tout le pays et non pas pour une seule localité comme cela se fait. Monsieur Béré, on va s'arrêter là. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Mesdames et messieurs, un rappel, l'invité ce soir était donc monsieur Poussouende Michel Béré, président du PARAN, le Parti de la Renaissance nationale. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.